Alors une vidéo sur les isométries euclidiennes. Donc c'est un concept qui est abordé normalement en fin de maths sup, début maths spé, voire licence 2, voilà. Donc c'est au niveau universitaire. Donc isométrie euclidienne. Donc on considère un endomorphisme de R, d'accord. Donc un sous-espace V muni donc d'un produit scalaire. Et on a un certain nombre de propriétés. On en a 2, 3, 4, 5 propriétés. Et toutes ces propriétés sont équivalentes entre elles. On va le démontrer. Donc, quel que soit x, donc vecteur appartenant à l'espace vectoriel grand V, la norme de u de x est égale à la norme de x. Quel que soit x et y appartenant à l'espace vectoriel, donc grand V, le produit scalaire entre u de x, u de y est égal au produit scalaire entre x et y. Donc tout ceci est équivalent à dire qu'il existe en fait une base orthonormée B, dont l'image par u est une base orthonormée. Ceci est équivalent à dire que il existe une base orthonormée grand B, telle que U soit la matrice de cet endomorphisme dans la base en question, et que cette matrice U soit une matrice orthogonale, autrement dit que le produit de la transposée de la matrice par la matrice elle-même est l'identité. Enfin, toutes ces propriétés sont équivalentes à dire que l'on a affaire à ce que l'on appelle un orthomorphisme orthogonal, autrement dit que U est inversible et que son inverse est égal à son adjoint. Donc U-1 est égal à U étoile. U étoile est un adjoint de U. Donc on dit que U est un automorphisme orthogonal de V. L'ensemble des automorphismes orthogonaux forme un sous-groupe noté O de V, donc du groupe inversible donc de GL de grand V, appelé le groupe orthogonal. Le groupe orthogonal donc de l'ensemble de l'espace euclidien donc sur V muni du produit scalaire ainsi noté. Le groupe orthogonal dépend du produit scalaire qu'on a choisi. Proposition. Donc je considère U un endomorphisme appartenant au groupe orthogonal de V. Alors le spectre de U est réel et le spectre de U est inclus dans le sous-ensemble formé par les réels -1 et 1. Deuxième proposition, on a que l'espace vectoriel engendré par -1 de U est orthogonal à l'espace vectoriel engendré par U. Donc démonstration 1. On prend lambda qui appartient au spectre de U, et on prend x appartient à E indice lambda de U, privé de 0. On sait que la norme de U de x est égale à la norme de x qui est non nulle, mais la norme de U de x, comme lambda appartient au spectre de U, donc x appartient au noyau en fait. L'indice lambda de U est en ker de U moins lambda id, d'accord. Donc ça c'est le ker de U moins lambda id. Donc norme de U de x est égale à la norme de lambda x. Norme de lambda x, c'est valeur absolue de lambda par norme de x. Donc ceci est non nul. Autrement dit, on a que la valeur absolue de lambda moins 1 multiplié par la norme de x est égale à 0. Avec norme de x non nulle. Donc par intégrité sur R, on a donc nécessairement que la valeur absolue de lambda est égale à 1. Donc pour la proposition 2, on considère x appartenant à ker donc de U plus lambda id, qui est noté E indice moins 1 de U, et grand Y qui appartient à ker de U moins lambda id, qui est noté E indice 1 de U. Alors on a que le produit scalaire entre U de x et U de y est égal au produit scalaire entre x et y, mais U de x c'est moins x, puisque x appartient à E moins 1 de U, E moins 1 de U étant le noyau de l'application U moins lambda U, d'accord. Et y appartient à E indice 1 de U, c'est-à-dire ker de U moins lambda identité. Autrement dit, U de y est égal à y, et autrement dit, on a le produit scalaire de x par y qui est égal à l'opposé du produit scalaire de x par y. On en déduit nécessairement, puisqu'on a deux nombres qui sont égaux, enfin un nombre qui est égal à son opposé. Nécessairement, ce nombre est donc le scalaire nul, et autrement dit, le produit scalaire entre x et y est égal à 0. Et on a donc l'orthogonalité entre les sous-espaces vectoriels engendrés, donc E moins 1 de U et E indice 1 de U. Autrement dit, ker de U moins lambda id et ker de U plus lambda id. Alors, deux théorèmes de forme normale. Grand V est un espace euclidien et petit v est un automorphisme orthogonal de grand V. Donc, théorème, on considère U appartenant au groupe orthogonal. Alors, il existe un réel, il existe R entier naturel, et il existe des plans P1, P2 jusqu'à PR qui sont inclus dans grand V, tels que soit mu le polynôme minimal de WU,
et mu est égal au produit pour i est égal à 1 à r des x moins lambda i à la puissance mi multiplié par le produit pour j égale 1 à s des pj à la puissance nj. Donc la décomposition de mu en un produit de facteurs irréductible sur R, où lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda R, indice R, sont les racines réelles donc du polynôme caractéristique, et que les polynômes P1, P2 jusqu'à PS sont des endomorphismes unitaires, irréductibles sur R, donc de la forme P indice S est de la forme x carré plus qx plus p, donc le discriminant étant q carré moins 4p étant strictement négatif. Et donc 2 à 2 distincts. On a aussi regroupé suivant donc l'ordre de multiplicité en fait, l'ordre de multiplicité mi qui est l'ordre de multiplicité du spectre associé à la valeur spectrale lambda i. Okay. Donc la remarque est la suivante. Donc on considère grand F qui appartient au sous-espace vectoriel, donc, enfin un ensemble engendré par x moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda r, et P1 jusqu'à PS. Alors le polynôme f de W, donc c'est-à-dire le polynôme grand F qui est évalué en W, n'est pas injectif. Donc on va supposer que f de W est injectif. Il s'agit alors d'un automorphisme de W en dimension finie. Donc comme on est en dimension finie, donc dire qu'il est injectif, c'est équivalent à dire qu'il est surjectif, c'est équivalent à dire qu'il est bijectif. Donc première propriété, on a l'orthogonalité entre les sous-espaces propres, E-1 de U, donc ce qui est le noyau de U plus lambdaïde, donc le noyau de donc U plus lambdaïde étant noté ker de U moins lambdaïde, donc noté E indice moins 1 de U, donc le sous-espace vectoriel engendré pour la valeur propre moins 1, d'accord, associé à l'endorphisme U, qui est en somme directe orthogonale, donc ici on a une somme directe orthogonale, donc autrement dit, tout élément de l'espace peut se décomposer de manière unique sous cette somme directe orthogonale, E-1 de U, qui est plus une somme directe orthogonale avec la somme directe orthogonale de tous les pays pour i variant de 1 à R. Et ceci étant égal à un sous-espace vectoriel, à l'espace vectoriel engendré, donc grand V. On a par ailleurs que les pays sont mustables, donc quelques ingrédients de la preuve. 1. Si S est inclus dans V, est un sous-espace vectoriel U stable, alors son supplémentaire orthogonal, S orthogonal, est lui-même U stable. Si on note U indice S, donc U donc SS, c'est-à-dire l'application de S dans S qui coïncide, donc c'est l'application de S dans S qui coïncide avec U sur S, alors on a U de S qui appartient au groupe orthogonal formé donc par le sous-espace S muni du produit scalaire, noté ainsi. Troisième propriété, donc soit W à R espace vectoriel de dimension finie, donc dimension strictement inférieure, donc dimension finie, et W a un endomorphisme réel, donc de grand W. Alors si grand W est de dimension impaire, c'est-à-dire que donc le spectre réel de W est non nul, et qu'il existe une droite D inclue dans W qui soit U stable, alors en général il existe soit une droite D inclue dans W ou un plan P inclus dans W qui soit V stable, W stable, pardon. Donc soit X appartenant au noyau de F de W, d'accord, privé donc de l'élément neutre. Donc premier cas, grand F peut s'écrire sous la forme grand X moins lambda indice I, indice J. Donc par définition, 0 est égal à F de W, donc appliqué à F appliqué à W évalué en la valeur X, qui est égal à W de X moins lambda J X, d'accord. Donc on peut dire que grand X est un vecteur propre, d'accord, et que D est l'espace vectoriel engendré par grand X et lui-même W stable. Donc deuxième cas, on considère que le degré de f est égal à 2. Alors, il existe des scalaires p et q, donc réels, tels que grand F peut s'exprimer sous la forme x carré moins p grand X moins q, avec p carré moins 4q strictement négatif, le discriminant, et grand F qui est égal à t carré moins p grand t moins q. Donc ainsi, fw évalué en x est égal à w carré évalué en x, moins pw évalué en x, moins q fois x, qui est égal à 0. Donc w carré de x qui est égal à pw de x plus qw de x, et ceci appartient bien donc au sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs wx et x, d'accord, que l'on notera qu'en q. Donc ce sous-espace est stable par w. Il est clair que l'image par w de grand x appartient à cet espace vectoriel puisque c'est le premier vecteur, donc Wx, et cette égalité nous dit que l'image de ce vecteur est une combinaison linéaire, donc
donc de Wx et x, autrement dit, il appartient à l'espace vectoriel engendré par les deux vecteurs Wx et x. Donc d'après l'étoile, donc on a que Q et W stable, donc Q étant le sous-espace vectoriel engendré par Wx et x, d'accord. Donc Q est de dimension O plus 2, en fait il est de dimension égale à 2. On obtient que Fw appartient à GL de W, c'est-à-dire que F de W est un endomorphisme, est un automorphisme d'ailleurs, donc injectif bijectif, il est inversible. Donc notons mu tilde obtenu à partir de mu. Donc si M désigne la multiplicité de grand F dans mu, alors on va obtenir que F de W puissance moins M mu de W est égal à 0, enfin 0 en tant qu'endomorphisme nul, d'accord, qui va donc coïncider avec mu tilde de W calculé en W. Où mu tilde s'obtient à partir de mu en effectuant f avec son ordre de multiplicité. Mu est donc égal à f puissance m de mu tilde. On a le degré de multiple qui est strictement inférieur au degré de mu, et mu tilde qui n'est pas l'endomorphisme nul, d'où la contradiction. Mu tilde est un polynôme annulateur non nul, et pourtant son degré est strictement inférieur au degré du polynôme minimal, ce qui est absurde. D'où la prémisse de notre argument, à savoir que Fw est injectif et est une assertion fausse. Donc F de W n'est pas injectif. On a donc démontré les propositions 3A et 3B. Reste à démontrer les propositions sur la stabilité de l'orthogonale et le fait que la restriction à un sous-espace stable reste orthogonale si l'endomorphisme était orthogonal au départ. Donc on considère U un endomorphisme orthogonal et grand S appartenant à grand V un sous-espace U stable, d'accord, donc stable par application de l'endomorphisme U. Autrement dit, tout élément U, donc U de X, où X appartient au sous-espace vectoriel engendré par V, d'accord, appartient également au sous-espace vectoriel engendré par U. Donc on a que S orthogonal est encore U stable, d'accord, donc l'orthogonale de S est encore U stable. Donc démonstration. Donc par hypothèse, U de S est inclus dans S, U étant un automorphisme, et la dimension de U de S est donc égale à la dimension de S qui est finie. Cette inclusion est en fait donc une égalité, on a U de S qui est égal à S. Donc donnons-nous maintenant un vecteur dans l'orthogonale, donc soit grand Y appartenant à S orthogonale, le but étant de démontrer donc que U de Y appartient lui-même à S orthogonale, soit S appartenant à S un tel vecteur. Il existe donc un vecteur tel que, en fait, S tel que le produit scalaire de S de 2 et de U de Y sont égal au produit scalaire entre U de X et U de Y. Ceci est donc égal, puisque U appartient au groupe orthogonal, produit scalaire de X par Y, ceci est égal à 0. Donc U de Y appartient à S orthogonal. U de Y appartient à S orthogonal, donc S orthogonal est lui-même U stable. Soit U un élément du groupe orthogonal, et S un sous-espace vectoriel U stable. Donc, alors, quel que soit S1 et S2 appartenant à S, on a que U indice S de S1 scalaire U indice S de S2 dans S est égal à U de S1 scalaire U de S2, donc de produit scalaire qui existe, qui est défini dans l'espace grand V, d'accord, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire induit. Or, U est orthogonal, donc U de S1, le produit scalaire de U de S1 U de S2 orthogonal, j'ai oublié un U de S2, mais vous le rajoutez, c'est une oubli de ma part, c'est égal à S1, S2, donc produit scalaire défini dans l'espace V, qui est égal à S1, S2, produit scalaire induit, défini dans S. Conclusion, la restriction U de S appartient au groupe orthogonal. Donc voilà pour cette première vidéo sur les endomorphismes euclidiens, sur les isométries euclidiennes.